Bonjour, monsieur Nsa Atomla. Bonjour monsieur le Président, très ravi d'être avec vous à l'antenne. Bon, je pense que vous nous suivez certainement dans votre belle demeure d'Assigny. Vous estimez que la France travaille avec un pays, Dictateur. voilà, dictatorial? Non, mais écoutez, monsieur, si je peux finir mon propos, au moins. Ok, allez-y, mais ça, vous allez répondre à ce truc-là. Ça, là, je vais pas vous laisser. Ce que je vous disais tout à l'heure. Allez-y. J'ai découvert que notre ami Jean-Yves a le programme du RHDP. Ah oui, ben justement. Oh, mais non. C'est pour ça que je suis obligé d'avoir réponse à Ah, mais non. tout. Je veux dire, donc on sait tous que la politique, on ne peut pas arrêter une personne, extrader une personne pour son opinion politique. Ok. On ne peut pas envoyer une personne à l'abattoir. Nous avons un jeune politicien qui parlait de vous, qui disait que vous êtes un dictateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Lansing Bon? Bah, écoutez, monsieur Atomla, je pense on pense autrement dans un palais que dans une chaumière. On sera très heureux de voir vos Faut que ça différents buzz. commentaires. Voilà, faut que ça buzz comme Faut il que dit. ça buzz. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de votre émission, les week-ends de la BAC. Je suis très ravi de présenter cette émission en compagnie de mon co-présentateur ou ami ou frère, monsieur Jean-Yves Doué. Jean-Yves, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, hein. C'est le week-end et puis on essaie de déstresser. Et puis avec toute cette semaine assez compliquée, aujourd'hui le week-end avec, comme tu l'as dit, toute l'actualité qu'on a eue on a traité l'actualité, on a parlé de voilà, tout ce qui était actualité aujourd'hui. Ben, je pense qu'on va essayer de déstresser et puis essayer de parler librement. Tout à fait. Moi, je fais confiance de toutes les façons en ce qui concerne le fait de déstresser par rapport à cette actualité. Je tiens à vous dire que les week-ends de la BAC, effectivement, on parlera bien évidemment de la bande à Carlyle. Il n'y aura pas M. Jean-Paul Leroux, malheureusement. Norbert, qui est actuellement en déplacement en vacances. Pas de Jean-Paul Leroux pour l'instant. Oui, pour l'instant, effectivement, pour l'instant. Et puis, on aura aussi certainement notre très cher présentateur, M. Carlyle Gueye, qui est dans les environs en train de nous regarder quelque part. Et bien évidemment, les téléspectateurs et téléspectatrices, quel que soit le lieu, l'endroit où vous vous trouvez, c'était un réel plaisir de présenter. Alors, dis-nous, Jean-Yves, qui est notre invité ou qui sont nos invités aujourd'hui pour cette première émission? Écoute, pour cette première émission, on a tenu à inviter des personnalités, en tout cas des personnalités je dirais médiatiques, au niveau de la diaspora. Et donc, on a ici face à moi M. Lansing Negbon. Ah! Voilà, et puis je pense que pour le second invité plutôt, lorsqu'il sera là, parce qu'il voilà. Donc c'est la petite surprise du moment. Effectivement. Ok, bon, on a déjà une surprise qui s'est fait découvrir à l'instant. Il s'agit de notre très cher monsieur Lansing, qui n'est plus à présenter, hein, pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire ou même de la diaspora africaine, et puis les autres pays qui ne le connaissent pas. Il va se présenter, hein, en un bref résumé. Lansing, déjà, bienvenue sur cette première émission, hein, dont tu nous fais le privilège d'être parmi nous. Présente-toi un petit peu aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis Lansing Gon Coulibaly, je suis président de Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Je suis directeur général de Masterville Afrique. Voilà, je suis là, je suis avec vous. Ok, c'est un plaisir en tout cas, Lansing, d'être parmi nous, et j'espère que cette émission sera un régal pour nous-mêmes déjà sur le plateau, Jean-Yves, et bien évidemment pour nos téléspectateurs. Alors je vais demander à la régie, pour introduire notre émission, de présenter le premier élément vidéo maintenant. C'est pas moi qui ai écrit, j'y crois. Dieu guide nous vers l'idéal. Mais on dit dans l'amitié des peuples frères. Nos premiers peuples qu'on peut appeler peuples frères sont ceux qui sont autour de nous, qui nous touchent directement. Togo, Bénin, Mali, Guinée, Burkina Faso, Libéria, Ghana. On doit les considérer comme peuple amis. Mais il faudrait que je pose une question aux Ivoiriens maintenant. Ah bon, quand ton ami vient chez toi, parce que c'est ton ami, il prend ta femme? Ou bien quand ton ami vient chez toi, parce que c'est ton ami, il rentre dans ta chambre et il se sert?
Non. C'est une autre valeur de notre hospitalité. De considérer les peuples qui nous entourent comme des amis. Parce que nous ne devons pas les voir comme des ennemis. Parce que notre travail n'est pas d'être en conflit avec eux. Mais ces peuples-là se sont-ils comportés en amis avec nous? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oh. Attendez. Oh. Attendez quoi? Vous le prenez, vous le mettez là. Vous le mettez là, vous le mettez. Non, c'est le seul portable. Il y a d'autres portables. Il y a d'autres. Oui, si, vous avez d'autres téléphones. Non, ça seulement. Si. J'ai ça seulement. Si, vous avez un autre téléphone là-bas. Non, j'ai deux seulement. J'ai dit, oui, il y a un qui est resté. C'est quel numéro qui est ici? Il y a deux numéros. Oui, lequel? Numéro et puis quoi? Numéro puis quoi? Non, Move et puis MTN. MTN, c'est quoi? 04. Très bien. Les cyberactivistes et acteurs politiques de la diaspora ivoirienne jouent-ils un rôle croissant dans la vie publique en Côte d'Ivoire? Alors, il y a forcément deux impacts. Les impacts positifs. Ils renforcent la liberté d'expression et le débat démocratique. Ils dénoncent des cas présumés de corruption ou de mauvaise gouvernance. Ils mobilisent l'opinion internationale sur certaines causes ivoiriennes. Ils participent à la veille citoyenne et à la transparence publique. Ils favorisent l'engagement politique des jeunes via les réseaux sociaux. La diaspora apporte une expertise acquise en Europe, en Asie, en Amérique. Ils influencent parfois les réformes par la pression médiatique. Ils contribuent au transfert financier et au soutien économique indirect. Voyons les impacts négatifs. Certains diffusent de la désinformation ou des rumeurs non vérifiées. Les discours radicaux peuvent accentuer les tensions politiques internes. L'activisme numérique peut polariser davantage la société. Des campagnes en ligne peuvent nuire à l'image internationale du pays. Les affrontements virtuels peuvent attiser des divisions ethniques ou partisanes. Certains acteurs éloignés du terrain local peuvent mal interpréter les réalités nationales. L'excès de militantisme numérique peut fragiliser la cohésion sociale. En résumé, leur influence est ambivalente. Elle peut à la fois renforcer la démocratie, comme accentuer les clivages selon les méthodes et les objectifs poursuivis. C'était Nsan Atomblanc pour les week-ends de la BAC. Merci Romain en tout cas pour cet élément vidéo. Et puis je profite de l'occasion pour transmettre mes salutations au docteur Israël Ngouran, qui était voilà, sur cet élément vidéo, le premier à faire, je dirais, l'objet d'interpellation en ce qui concerne les personnes qui font des vidéos. Bon, Jean-Yves, après avoir visualisé cet élément, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu perçois de ces cyberactivistes ou les politiciens de la diaspora? J'ai même eu dans cet élément notre très cher Lancine apparaître. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? En fait, concernant les cyberactivistes et puis les acteurs politiques de la diaspora, je suis un peu mitigé par leur rôle, quoi. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il y a pas mal qui... Ils ont besoin de s'exprimer. D'accord. Voilà, ils ont besoin de s'exprimer parce qu'on sait que l'espace d'expression en Côte d'Ivoire est carrément réduit. Donc, on a un seul camp qui s'exprime. Et donc, c'est normal. Et puis, c'est pas normal. Mais tout ce qu'on voit, lorsqu'on voit des opposants, pour ne pas dire des cyberactivistes de l'opposition, s'exprimer sur certains sujets et être aussi, s'exprimer sur certains sujets, déjà, pour moi, ça fait partie de la liberté d'expression. Ouais. Maintenant, cette expression-là, pour moi, elle a quand même des limites. Voilà, il y en a quand même qui poussent le bouchon un peu trop loin. À mon avis. Des personnes comme qui? Comme Lancine, par exemple qui... Oui, mais moi, je pense que Lancine, je pense qu'il pousse quand même un peu trop loin. Ah bon? Et vu qu'il est là, il va sûrement nous expliquer peut-être ses raisons. Oui. En tout cas, d'entrée, c'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, lorsque moi je vois ça, effectivement, ils ont un rôle important à jouer, comme je le disais, mais il faudrait qu'ils soient beaucoup plus responsables dans leur expression. Maintenant, lorsqu'on parle de la responsabilité des opposants, il faudrait aussi parler de la responsabilité du parti au pouvoir. C'est vrai qu'on a quand même des cyberactivistes aussi du parti au pouvoir qui sont tout autant pas responsables comme certains cyberactivistes de l'opposition. D'accord. Voilà, donc je veux dire, c'est des deux côtés. Donc on trouve des irresponsables de part et d'autre. De part et d'autre. Mais le problème, c'est que c'est seulement un camp qui est tapé et l'autre camp est laissé, c'est-à-dire est autorisé à pouvoir s'exprimer.
est favorisé. Donc aujourd'hui, vu qu'on a Lanciné devant nous, peut-être il va nous donner les raisons pour lesquelles il est aussi... Mais toi, tu viens de le dire à l'instant que Lancine est quelqu'un qui... Oui, à mon avis. Ouais, tu le trouves excessif? Oui. Alors, en quelques mots, Lancine, par rapport à cet élément que tu as vu, et puis on a mentionné 2 types d'impact, impact positif, impact négatif. Bien, je pense que je vais parler de ce qui me concerne. Moi, oui, bien sûr, tu es là pour cela. Merci. Au-delà de tout, j'ai la connaissance de ma propre conscience. Donc, je ne sais pas ce qu'il appelle aller un peu trop loin, mais moi, je trouve que ce que nous faisons, c'est dénoncer le quotidien des Ivoiriens. Je veux dire qu'une telle vidéo, par exemple, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, je ne sais pas de quoi il parlait parce que je ne le connais personnellement pas. Oui. Si vous pouvez me... Peut-être tu peux nous expliquer. Docteur Israël Ngoran est, je pense, ingénieur de fonction, quelqu'un qui, je pense, qui fut militant du PDCI et par la suite a créé un mouvement dénommé le REVAS. Et Docteur Israël Ngoran faisait des vidéos à titre pédagogique. Et il a brossé un petit peu les vagues migratoires en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est un sujet qui est assez clivant en Côte d'Ivoire, donc quand on parle de populations qui viennent de certaines zones. Et donc ils ont jugé que c'était des vidéos qui appelaient à inciter à la haine. Donc c'est la raison pour laquelle il a été effectivement interpellé, puis écroué. Il était à la Maca. Et je pense qu'il a fait à peu près plus d'1 année ou 2 ans à peu près. Bien, mis sous écrou pour des propos incitant à la haine. Donc demander aux gens d'aller commettre des actes de meurtre ou je ne sais pas quoi, je peux comprendre et je peux dire que ça, c'est peut-être irresponsable. Mais en ce qui me concerne moi, et donc et certains que je connais, notamment que j'ai vu tout à l'heure à votre écran, je ne pense pas que nous soyons dans cette même logique. Aujourd'hui, ce qui est, on va dire, à dénoncer, ce n'est pas les propos ou les messages que nous véhiculons. Ce qui est à dénoncer, c'est la dictature que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je veux dire que lorsqu'un jeune homme, par exemple, comme Ibrahim Zighi, demande à ce que des personnes, des jeunes, sortent dans les rues pour aller écouter donc, le résultat du Conseil constitutionnel, de se mettre en maillot et de porter des léquets, et que ce jeune homme-là se voit emprisonné jusqu'à présent, pendant plus de 6 mois, et que par la suite on voit un courrier fuité, etc. Ça, par exemple, c'est de la liberté d'expression qui est en mal. Et c'est ce que nous condamnons. Je suis président d'un mouvement citoyen qui, en son sein, plus de 7000 membres. Okay? Nous avons ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avant d'être ici. Je veux dire, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, oui, rentrent en Côte d'Ivoire, mais j'y étais. J'ai mené plusieurs actions. Sur le terrain. Sur le terrain en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai été je suis le premier à lancer la campagne de sensibilisation sur la drogue et les grossesses en cours de scolarité. Et ça, je me suis rendu on parle de quelle année? On parle de 2018-2019. Ok. Je me suis rendu dans tous les établissements publics de Côte d'Ivoire avec des membres de mon mouvement citoyen. Nous avons sensibilisé sur le fléau de drogue, de grossesse en cours de scolarité. Nous avons installé dans ces établissements des clubs de lutte contre la drogue. Nous avons, n'est-ce pas, remis même de l'argent à ces élèves. Ce n'est même pas encore des étudiants, parce que ce fléau-là touche même l'école primaire. Mais est-ce que ce n'est pas de l'achat de conscience? Non. Pas du tout. Si vous remettez de l'argent en fait, aux étudiants. Non, mais justement, si vous me laissez finir, vous comprendrez. Donc nous avons remis des sous à ces jeunes pour qu'ils photocopient des fascicules, des éléments, des éléments pour distribuer à leurs amis, pour les sensibiliser. Nous avons formé des clubs dans ces établissements de lutte contre la drogue que nous avons accompagnés. Qu'est-ce qu'il en est des clubs aujourd'hui? Mais justement, il y a un suivi qui est fait. Aujourd'hui, ces clubs sont suivis. Chaque année, on essaie de renouveler le financement dont je parle afin de les aider donc, à pérenniser ce que nous avons fait. Au-delà de cela, nous avons lancé une vague action d'assainissement de tous les commissariats et brigades de gendarmerie en Côte d'Ivoire afin de créer une relation de proximité entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Je veux dire que, au-delà donc de ce que nous dispensons comme enseignement, parce que ce que moi je veux dire, c'est que moi je donne, c'est des enseignements, je ne trouve aucunement mes propos irresponsables ou encore exagérés. Je veux dire que quand... Par exemple, quand vous dites M. Ouattara était sanguinaire. Non, j'ai jamais dit ça. Sanguinaire, j'ai il a jamais déjà dit ça. Mais non, moi j'ai vu Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Sanguinaire, dictateur, dictateur, oui. Oui. Dictateur, oui, parce que déjà, lorsqu'on a une constitution qui nous... mais je veux dire... Non, en fait, j'en rigole parce que... Il faut... j'en rigole parce que... Le week-end là-bas, il faut rigoler. Non, mais je trouve que c'est quand même... il n'y a qu'une personne sourde, muette, aveugle, qui ne peut pas voir la dictature qui est en Côte d'Ivoire.
les simples droits fondamentaux, la liberté d'expression n'est pas respectée. Ibrahim Zigui est en prison. Tu parles, on te met en prison, on a vu ce monsieur par exemple. Je ne sais pas de quoi. Non, mais j'en viens. Non, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On peut tous observer la façon dont les choses se font. Maintenant, est-ce que c'est la méthode? Moi, c'est ce qui me pose problème. C'est-à-dire la façon dont vous avez fait, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Pire, les choses se sont plus même endurcies. Donc, est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est je vais dire, c'est la stratégie à envisager? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et cette méthode-là, vous avez commencé à l'appliquer depuis combien de temps? Vous faites, moi j'aime bien le sourire. Vous dénoncez, mais à un moment donné, si ça ne va pas, changer de stratégie, mais on a l'impression que vous vous enfoncez plus dans cette stratégie-là et finalement, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et l'impression que ça donne, je finis sur ça, l'impression que ça donne, c'est que vous essayez, pour moi, c'est-à-dire l'impression que j'ai, c'est que vous essayez de vous radicaliser pour ne pas aller sur le terrain. Parce que sur le terrain, vous avez peut-être, il y a une incapacité de votre part ou du moins un manque de compétences sur le terrain. Donc, vous essayez de vous cacher derrière cette radicalisation-là pour justifier votre absence sur le terrain. Attends, au-delà de l'action sur le terrain, parce qu'on ne va pas l'assaillir, d'accord, de questions. Moi, je veux savoir, c'est mon gars. Ah, mais bien évidemment. Non, mais on est dans le week-end là-bas. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr, d'accord, vous avez la garantie que si vous allez en Côte d'Ivoire, vous pouvez y aller? J'ai même été interpellé ici. Non, je parle de la Côte d'Ivoire. Ici pour des faits qui me sont reprochés en Côte d'Ivoire. Ah, parce que justement, c'est ça le truc. Donc, vous avez été interpellé pour des faits qui vous sont reprochés en Côte d'Ivoire? Bien sûr. C'est quoi le motif de votre interpellation? Mais justement, les chefs d'accusation ont été terrorisme, tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, propos haineux sur les réseaux sociaux. Mais il y avait énormément de chefs d'accusation. Et encore aujourd'hui où je vous parle, je suis sous contrôle. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Mais je veux dire, un jeune, par exemple, comme Zigui, je prends comme exemple parce qu'aujourd'hui, c'est le parfait exemple du manque de liberté d'expression. Qu'un jeune comme Ibrahim Zigui demande aux gens de sortir avec des maillots et qu'on les arrête, ce n'est pas l'ancien Gon Coulibaly qui d'office est membre, entre guillemets, d'une famille qui est proche du RHDP qui dira oui, j'estime que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne respecte pas les droits fondamentaux, nous sommes en train de violer la Constitution, et etc., qui ne sera pas donc... enquêter. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai rien fait. La seule chose que j'ai faite, et je ne regrette pas et je continue à le faire, c'est dénoncer l'injustice qu'il y a en Côte d'Ivoire, les conditions médiocres. Mais comment est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous sommes des démocrates. Nous n'allons pas appeler les gens à prendre des armes et à faire comme le RHDP l'a fait, n'est-ce pas, en 2011, etc. Ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser. Si vous estimez que le RHDP l'a fait en 2011, du coup, vous estimez que le RHDP n'est pas un parti démocratique. Mais bon, non, je viens. Donc, si vous estimez que c'est bien que vous me rejoignez, ça veut dire que vous suivez les cours. Si vous estimez que cette démocratie n'existe pas au RHDP, mais pourquoi vous voulez forcément passer par cette approche démocratique-là? Soit on ne se comprend pas, ou soit vous faites semblant de ne pas entendre. Ce que je dis, c'est que le RHDP a pris le pouvoir avec des armes. Comment maintenant? Mais si vous ne me laissez pas finir de parler, je pense qu'on ne finira pas. Allons-y rapidement, parce que le temps nous est imparti, c'est très intéressant. Donc l'idéal, c'est que chacun puisse donner son point de vue. Je peux parler? Allez-y. C'est vrai? Très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, le RHDP est venu au pouvoir avec des armes. On l'a tous vu, des charniers, on a vu des gens mourir, on a vu des personnes être incendiées, etc. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sensibiliser. Nous utilisons la voie la plus démocratique. OK? Demander aux gens de sortir dans les rues pour manifester contre un 4e mandat qui est anticonstitutionnel, ce n'est pas être un terroriste. Demander aux gens de sortir dans les rues pour dire « trop c'est trop, on est fatigué », on n'a jamais vu depuis l'histoire récente de la Côte d'Ivoire la diaspora aussi mobilisée comme elle a été à cette élection. On a vu des marches organisées par certains, dont moi-même, et c'était simplement démocratique. Nous n'avons absolument rien fait. Je pense que cet acharnement contre les cyberactivistes, contre les hommes politiques, etc., au niveau de l'international, c'est que la répression, le climat de terreur que le RHDP, notamment son président Alassane Dramane Ouattara, s'est évertué à faire en Côte d'Ivoire, il essaie de l'internationaliser. Mais la politique n'est pas le commerce international. Alors,
cette très belle, je dirais, très belle interprétation de M. Lancine. Ce que nous allons faire, notre confrère, M. Élisée Bouloubeu, d'une chaîne privée en Côte d'Ivoire, il était dans le cadre du Salon de l'Agriculture, événement qu'on a partagé, un événement très intéressant et enrichissant. Il était de passage, en fait, d'accord, dans la bande à Carlyle cette semaine, la semaine dernière, c'est ça? La semaine, la semaine d'avant, je crois. La semaine d'avant. Et c'est un élément qu'on a beaucoup apprécié parce que, en lien avec la rencontre du garde des Sceaux de Côte d'Ivoire, M. Sanson Kamilé et M. Darmanin, pour rebondir sur ce dont on évoquait à l'instant, je vais demander à la régie de mettre un élément sur l'intervention de notre très cher confrère, M. Élisée Bouloubeu. Et dans un message publié sur sa page Facebook, Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des liens judiciaires franco-ivoiriens par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Élisée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bon de renforcer cette coopération, surtout sur l'aspect judiciaire. Moi, pour être un observateur de la vie politique depuis plusieurs années, et surtout des situations avec notre pays, notamment au niveau des crises successives, je crois qu'aujourd'hui, il était important quand même à un moment donné que les autorités ivoiriennes et françaises renforcent cette coopération-là, parce qu'on avait l'impression qu'il y a des personnes, sous le fallacieux prétexte d'être en Occident, attisaient le feu et mettaient beaucoup d'huile sur le feu dans les situations que nous vivions dans notre pays, qui étaient des situations très difficiles pour nous, parce qu'ils se disaient qu'ils avaient peut-être le prétexte de ne pas être extradés, ou ils se sentaient à l'aise dans un endroit où ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites, ou du moins si ça devait faire l'objet de poursuites, ça allait prendre des procédures assez complexes et difficiles, et donc ils se pensaient un peu dans un territoire, je vais dire, hyper sécurisé, où ils avaient le droit de faire tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'à travers cette coopération, c'est un message qui est donné pour dire que c'est pas parce qu'on est à 6000 km d'Abidjan qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut et qu'on pense qu'on est à l'abri éventuellement de poursuites et voire même d'extradition pour répondre de ces faits. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça, c'est aussi à l'attention aussi bien des gens du pouvoir que des gens même de l'opposition, moi je pense, et de tout Ivoirien qui croit que peut-être le fait de résider en Occident lui donner un blanc-seing pour dire tout et n'importe quoi, et même souvent de contribuer à exacerber la crise en Côte d'Ivoire, je crois que c'est un signal fort qui est donné. Moi, je ne peux que saluer cette situation. Mon président, est-ce qu'on peut parler aussi de la fin d'une impunité? Oh, oui, il serait intéressant, bon, d'abord, entre la Côte d'Ivoire et la France, il existe depuis bien longtemps, depuis le début des indépendances, je dirais, ce partenariat judiciaire. Donc, c'est pas nouveau, c'est tellement qu'ils ont renforcé un certain nombre de choses, bien renouvelé ces différents partenariats-là. Mais au-delà de ce que Élisée vient de dire, c'est-à-dire ceux qui pourraient tenter ou être tentés de participer à une sorte d'appel à la violence ou d'autres choses en Côte d'Ivoire, pourraient être poursuivis depuis la Côte d'Ivoire en France ici. Mais il y a aussi la question des criminels. Il y a des gens, on ne peut pas avoir pensé que c'est une affaire politique. Il ne faut pas voir tout en politique. Il y a des gens qui ont tué des gens. Et puis, ils ont la chance de fuir et puis venir en France. Et puis, on peut plus les attraper. C'est compliqué. Il y a des criminels qui sont ici dans ce pays, qui ont profité de l'asile que leur offre la France parce qu'ils ne savent pas réellement ce que ces gens ont commis. Bon, je n'aimerais pas citer le nom de un ici, mais tous les Ivoiriens le connaissent. Ils s'en glorifient sur les réseaux sociaux. Lui, il a coupé des tendons, il a tué des gens, il a fait ceci et cela. Merci à la régie pour cet élément-là, en fait, un extrait de l'émission de la Bande à Carlyle. Je vous rappelle que votre émission, la Bande à Carlyle, est une quotidienne, en fait, qu'on a toute la semaine. Nous sommes dans les week-ends de la BAC, et merci. Alors, revenons sur cet élément avec notre confrère, M. Élisée Bouloubeu, qui était de passage. Alors, j'ai voulu, en fait, qu'on ait, Jean-Yves, l'intervention de M. Bouloubeu, et par la suite de notre très cher président Jean-Paul Aureau, qui évoquait un autre cas de crime. C'est ce qui est intéressant. Mais dans l'intervention de M. Bouloubeu, il fait part de ces emmerdeurs de la République. Est-ce qu'on peut catégoriser Lancine qui, lui, au-delà de plusieurs actions en Côte d'Ivoire, contribue à la pédagogie des jeunes, même aussi à des œuvres assez salutaires, contribuer au nettoyage des casernes et autres. Mais quand on voit le profil Lancine, est-ce qu'aujourd'hui, quand les militants du RHDP disent « ouf, ils vont moins nous emmerder », est-ce que c'est pas un peu Lancine, cette rencontre-là, est-ce que vous n'avez pas un petit peu eu les fesses au popotin? Non, je ne dirais pas, 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 je ne dirais
Alors, je pense Parce que déjà, vous avez évoqué un cas de terrorisme ici, déjà en France. Hein. Bien sûr. Mais justement, je pense que... Air Côte d'Ivoire n'est pas quelque part. Est-ce que Air Côte d'Ivoire serait pas... Oui, mais j'assumerai mes actes, même si, je veux dire, si aujourd'hui, Lansine Gong-Coulibaly, je le dis devant vos caméras, est devant les autorités de Côte d'Ivoire, ce qu'on peut appeler autorité aujourd'hui, je souhaite juste une chose. Je peux parler, monsieur, s'il vous plaît. C'est très complexe. Hein. Je souhaite c'est les week-ends de là-bas, peut-être une chose. Il y a des propos qui l'ont égratigné. Cette chose, c'est qu'il y a des caméras. Oui. Lors de, si jamais je suis jugé, parce que Ibrahim Zigui y est, et jusque-là, il n'est pas encore jugé, mais je dirai ce que j'ai dit. Mais qu'on me reproche. Pourquoi évoquer Zigui seulement? Et les 1300, les 1500 en fait, faites cette fixation-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de parler de l'actualité. Oui. Et Ibrahim Zigui fait partie de l'actualité. Et les 1500, ils ont fait partie. Les 1500, ils sont, et nous prions pour qu'ils soient libérés. Merci. Nous travaillons pour cela. Merci, nous avons initié, on va dire, une campagne de dons à ces détenus politiques d'opinion. Que Dieu nous aide. Donc, pour revenir au sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, si cette convention concerne des crimes, comme M. Oro a dit tout à l'heure, concerne des criminels, des meurtriers, des braqueurs, je ne parle pas de braquage électoral, je parle plutôt de braqueurs qui dévalisent, des hold-up, etc. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a le FBI qui était en Côte d'Ivoire, au temps d'Ahmed Bakayoko, parce que c'est un pays où, malheureusement, nous avons vu qu'il y a un ministre qui était impliqué dans une affaire de narcotrafic. Donc, si ça concerne ces crimes-là, il n'y a pas de souci. Mais et vous? J'en viens. C'est ça, parce que là, si ça concerne ces crimes-là, il n'y a pas de problème. Mais si ça concerne des crimes en rapport avec ce que nous appelons la liberté d'expression, c'est que nous n'avons pas le même dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, la liberté d'expression n'est pas considérée comme un crime. Aujourd'hui, est-ce que je peux finir mon propos? Allez-y, allez-y. Regardez par exemple, au Sénégal, l'homosexualité c'est pas admis, par exemple. Oui. Vous voyez. En France, c'est admis. Oui. Chaque pays a ses lois, a ses règles. Oui. Ce que vous appelez liberté d'expression, vous, ici, en France, c'est admis. Oui. Mais est-ce que les mêmes propos, en Côte d'Ivoire, il y a la loi ivoirienne. Oui. Et cette loi-là dit il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire. C'est ça. À un moment donné, il faut se conformer aux lois du pays. C'est bien. Maintenant, pourquoi vous, à votre niveau, c'est-à-dire que vous voulez forcément que ce qui est considéré comme liberté d'expression ici puisse être considéré comme liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Monsieur Lansine veut transposer les lois françaises au détriment des lois ivoiriennes. Mais c'est clair, c'est ce qu'il fait. Le problème, c'est que là où nous sommes... C'est un universaliste, alors. Là où nous sommes aujourd'hui, sauf si ma mémoire n'est pas... Je pense que nous ne sommes ni à Korogo, là, sur le plateau. Je profite pour saluer les populations Korogo, oui. Oui, que je salue également. C'est ma famille, c'est pour ça que je commence là-bas. Nous ne sommes pas à Boundiali, nous ne sommes pas à Daloa, nous ne sommes pas à Gagnoa. Ici, nous sommes à Paris. Oui. OK? Et donc, vous devez savoir que dans cette convention à 2 balles, parce que je le dis... Mais non, monsieur Lansine. Écoutez... Mais monsieur Lansine, c'est quand même fort, à 2 balles. Mais c'est la description. Si la convention consiste à arrêter ceux-là qui sont la voix des sans-voix en Côte d'Ivoire, et que c'est ceux-là qui sont la voix des sans-voix en Côte d'Ivoire qu'on appelle les criminels, mais c'est que c'est n'importe quoi. Mais M. Bouloubeu dit qu'il n'est pas la voix des sans-voix. M. Bouloubeu. Bouloubeu. Bien, voilà, c'est Yahouba, je crois. Je ne sais pas, mais M. Bouloubeu. Il dit vous êtes des bandits. Mais justement, M. Bouloubeu ne peut rien dire d'autre, parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'a même pas le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, Chantal Camara est impliqué dans une... Journaliste. Il est journaliste, il officie sur une chaîne privée. Oui, il est journaliste en officiant sur une chaîne privée, mais qui est muselée, parce qu'il y a beaucoup de sujets où on ne l'a pas entendu. Je veux dire, Chantal Camara, aujourd'hui, pour sa défense, d'Alassane Dramane Ouattara, impliqué dans une histoire de pédocriminalité. Pour la défense d'Élysée. S'il n'a même pas la capacité de parler, je vais me faire l'avocat du diable. Bon, vu qu'il n'est pas sur le plateau, c'est quand même fort, monsieur Lansine. C'est qu'il a dit, c'est que Élysée a dit. Mais attendez, c'est que Élysée a dit, et il était clair. C'est la description. Il a été clair là-dessus. Il dit, lorsqu'on présente des sujets, par exemple, il y a comment on appelle ça,
ils font la conférence de rédaction, on leur propose des sujets. Eux, ils ne font que participer au débat. Donc, si jamais on leur met comment on appelle ça, le sujet de Nina Keïta sur la table, ils vont débattre. Ils ont une ligne éditoriale. Voilà, si on ne leur met pas le sujet, donc c'est pas eux de partir, c'est-à-dire de forcer. Voilà, donc c'est ce que M. Elisa a dit, pour sa défense. Voilà, pour sa défense. Mais moi, en fait, est-ce que j'ai pas fini de répondre à la question? J'ai pas fini, parce qu'on parlait donc de quelque chose en particulier. Oui. Ce dont on parlait, c'est que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous sommes en France. Et donc, dans cette convention, il y a ce qu'on appelle des boucliers. Est-ce que vous comprenez? Et ces boucliers-là sont, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme. La dictature, la dérive qu'il y a en Côte d'Ivoire ne peut pas être, on va dire, la Côte d'Ivoire et sa dictature ne peuvent pas être la France et la dictature de la Côte d'Ivoire appliquée. Il y a ce qu'on appelle, tu pourras m'aider. Donc vous estimez que la France travaille avec mais je ne sais pas s'il a un problème non, particulier avec moi. Non, mais là, en fait, vous estimez que la France travaille avec un pays, voilà, dictatorial. Non, mais écoutez, monsieur, si je peux finir mon propos, au moins. Ok, allez-y, mais ça, vous allez répondre à ce truc-là. Là, je vais pas vous laisser. Ce que je vous disais tout à l'heure. Allez-y. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a le principe de double, on va dire, de double délit, si on veut. Je veux dire que si la Côte d'Ivoire estime que la liberté d'expression en Côte d'Ivoire est considérée comme un délit, et que la France, dans son pays, la liberté d'expression... Ah, le principe de réciprocité? Non, pas de réciprocité, mais en fait, c'est de... D'équivalence? Oui, on dira ça. Voilà. Ça va dans le même sens. D'accord. Vous voyez, ici en France, la liberté d'expression est tolérée. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas venir rapatrier, extrader une personne en France qui exerce un droit qui est légal en France, parce que chez Alassane Dramane Ouattara, on ne peut pas parler. Mais est-ce que ce n'est pas possible? Où je vais vous attraper, je viens. Non, j'en viens, j'ai pas fini. Ok. Bon, allez-y. allez-y. Mais allez-y rapidement. Au-delà de cela, il y a plusieurs autres éléments. On sait tous que la politique, on ne peut pas arrêter une personne, extrader une personne pour son opinion politique. On ne peut pas envoyer une personne à l'abattoir. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Je recommande à tous mes confrères, à tous militants de l'opposition, d'avoir de bons conseillers juridiques, d'avoir des avocats, de s'informer sur leurs droits et de ne pas se laisser... Parce que ce qui est en train de se passer, c'est de l'intimidation. Et franchement, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que la répression en Côte d'Ivoire est en train d'être faite qu'elle va se déporter ici en France. Donc nous dénoncerons, nous continuerons à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et nous travaillerons pour le respect des lois et que la justice soit véritablement la justice. Je suis totalement d'accord. Lorsque vous avez pris la parole au départ, vous aviez dit que vous avez été arrêté ici. Mais j'ai pas été extradé là-bas. Je viens. Vous avez été arrêté ici et qu'on vous a opposé, c'est-à-dire les chefs d'accusation, ils ont parlé de terrorisme. Oui, et tout, voilà. Mais bien sûr. Est-ce que vous ne craignez pas que cette convention-là soit instrumentalisée quelque part? Justement. Voilà. Mais c'est bien dit. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le ministre de la Justice française essaiera d'instrumentaliser. Je ne dis pas que le ministre de la Justice française, mais qu'est-ce que vous par dites exemple, alors? président dans son propos. Quel président? Alassane Dramane Ouattara ou Emmanuel Macron? Président le président des journalistes ivoiriens. Jean-Paul, on descend pas. Non, Jean-Paul, le président d'un État. Il a dit que si cette convention concerne par exemple des criminels, et vous-même vous l'avez repris, concerne des criminels, ceci, cela, c'est-à-dire des crimes qui sont punissables ici, ne craignez-vous pas que ce genre de choses-là, c'est-à-dire on vous reproche... Mais vous avez dit instrumentaliser. Oui, justement, instrumentaliser. Donc ne craignez-vous pas qu'on vous reproche des crimes que vous n'aviez pas commis en Côte d'Ivoire je vous explique quelque chose de très simple. Lorsque je suis arrêté, devant mon épouse, que je suis arrêté et que je suis emmené en garde à vue et tout ça, et qu'on me donne un jus d'orange et des biscottes, je souris. Et je dis à l'agent, vous voyez, c'est tellement drôle parce que en Côte d'Ivoire, j'aurais même pas eu droit à un verre d'eau. J'ai fait partie de ceux-là qui ont des amis CAIR, qui ont des amis commissaires en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et ces amis-là m'ont fait comprendre que le ministère de l'Intérieur ne les aide pas pour
l'entretien donc des commissariats. C'est pour ça d'ailleurs que je lance ce programme d'assainissement de commissariats pour les aider eux et pour ensuite essayer de faire en sorte que les jeunes puissent comprendre la police, que le rôle de la police, donc créer une relation de proximité entre les deux. Ce qui veut dire que j'ai été plusieurs fois dans des commissariats. Je sais comment se font les arrestations. On a vu des preuves avec des gens qui ont été arrêtés, brutalisés, violentés. Et donc, jus d'orange, je ne pense pas. La dignité humaine est respectée ici. Cette dignité humaine-là n'existe même pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et cet agent a souri. Il a souri. Je veux dire qu'on peut aujourd'hui vous accuser de terrorisme en essayant, comme vous avez dit, parce que je suppose que vous savez plus ou moins mieux que moi ce qui se passera. Donc, si on instrumentalise les faits... Mais non, quand tu dis je sais plus que toi. Non, parce qu'il paraît qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas droit à un verre d'eau. Non, mais c'est génial. Bah voilà, en France, chez Télésud, on a droit à un verre d'eau. Alors, en France. Excusez de mon retard, parce que j'étais en train de manger une tablette de chocolat avec Jean-Paul Auro. Ah oui, on est en train de vider le stock pour justifier 60% de réduction. Parfait, ça tombe bien. On va revenir rapidement, en fait, en plus sur ce volet-là. Oui, mais j'ai juste, Jean-Yves, une question. Quand Lansine se rase le matin, il songe véritablement à gouverner cette Côte d'Ivoire? Je pense que c'est aux Ivoiriens de décider. Non, est-ce que Lansine, est-ce qu'il songe quand tu te rases le matin? Est-ce que tu songes à cela? Il faut répondre aujourd'hui. Il va nous le dire. On va sortir de cette langue de bois. Arrête de faire. Dis-nous, oui ou non, quand tu te rases le matin, est-ce que tu songes je pense que non. Bien sûr que je vais vous dire. Ok. Bien sûr, oui ou non? Bien sûr que je vais vous dire. Oui. Okay? Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens aient des meilleures conditions de vie. C'est le programme de Lansine. Que les Ivoiriens vivent dans la dignité, que la dignité humaine, comme je disais tout à l'heure, soit respectée, que les droits fondamentaux soient respectés. Nous travaillons pour la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est une réponse politicienne. Non. Mais on va en venir. Mais là, plus qui ne veut pas améliorer la vie des gens. C'est incroyable. Romain qui nous parlait, en fait, effectivement, du chocolat. Alors... Ouais. Là, nous sommes en fait dans la... oui, on est dans la campagne provisoire. Le taux, en ce qui concerne le taux, le taux et le prix annoncé aujourd'hui par le CCC, le Conseil de café cacao, c'est lequel? Mais justement, ce conseil de cacao... Le Conseil cacao-café Café en Côte d'Ivoire nous doit plein de réponses. Je veux dire que je suis sur votre plateau avec plein d'interrogations. C'est lequel? Justement. C'est parce qu'on veut lui demander des réponses. Donc oui, c'est lequel? Mais qu'est-ce qui est lequel? Le taux et le nouveau prix. Mais justement, normalement, oui, lors de la campagne, oui, ok, d'octobre, le 1er octobre 2025, nous avons vu un monsieur, Alassane Dramane Ouattara, se pointer devant des paysans, des cultivateurs, leur faire comprendre que le prix sera de 2800. Tout à fait. Avant-hier, le prix aujourd'hui est de 1200. C'est quoi cette incohérence? C'est le marché? Non, au-delà du marché, faire des promesses à des personnes pour obtenir leur voix. Et je pense que par la suite, il a reçu un financement. Je pense qu'ils se sont cotisés pour lui remettre 50 millions. Ils sont généreux, les Ivoiriens. Ils sont généreux, les Ivoiriens. Là, je veux dire, instrumentaliser... C'est un groupe, c'est-à-dire c'est un syndicat des planteurs. Non, mais ils sont généreux, les Ivoiriens. Mais il ne faudrait pas... En fait, oui, parce qu'en fait, la manière qu'on fait, c'est qu'on on attribue cette participation à tous les planteurs. Les gens ont tendance à faire croire aux gens que les paysans ont donné 50 millions, mais en réalité... Il y a Romain qui veut poser une question. Mais j'ai une info, Alador Bernavo, j'ai une toute petite information. Est-ce que... Ouais, t'es sur moi, Mustapha. En fait, j'ai découvert que notre ami Jean-Yves a le programme du RHDP. Ah oui, ben justement. Oh mais non. C'est pour ça que j'essaie d'avoir réponse à tout. Donc vous estimez que Après, il faut peut-être une lumière ultraluminescente pour déchiffrer, mais voilà le programme. C'est vraiment, moi, en fait, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que je suis enfant de paysan. Ouais. Ok. J'ai 250 hectares de cacao. Ok. J'ai un oncle qui s'en occupe et qui parfois fait des virements qui aujourd'hui n'existent plus. Je vois tous les jours un oncle que j'ai se lever tous les jours à 5 h du matin, se casser le dos pour aller
à 14 km à pied de là où il vit pour le cacao. Cet oncle-là des enfants qui aujourd'hui, malheureusement, grâce à un programme ou grâce à une annonce de 2800 qui a été faite par Alassane Dramane Ouattara, qui était pour lui un espoir, malheureusement cet espoir-là a disparu, s'est envolé. Le conseil de cacao café, ce conseil-là qui est censé, n'est-ce pas, réguler? Non, réguler, oui, mais il y a une caisse qui existe. Oh, ouais. Où est passé l'argent de cette caisse-là? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du conseil Cacao Café? Normalement, pour faire plus simple, il m'a apporté un verre d'eau qu'il vend, on va dire, à 100 francs. Normalement. Dans des périodes fastes, l'eau passe à 200. Donc, les 100 francs restent, ça lui revient et l'autre 100 francs, il met dans une caisse pour les périodes basses. Aujourd'hui, c'est la période basse. Les membres du conseil Cacao Café sont nommés par la présidence, par le gouvernement, par le ministère de l'Agriculture et signés par Alassane Dramane Ouattara, à ce que je sache. Qui les a nommés? Où se trouvent les 100 francs, monsieur? Moi, je sais, j'ai jamais mis les pieds Côte d'Ivoire. Attendez, il paraît que c'est compliqué à stocker le cacao. Sur stockage. Sur stockage. Donc voilà, c'est vraiment, pour anticiper les périodes basses, c'est compliqué. Le conseil Café Cacao nous dise où est passé les fonds, qui les a pris et en fait où est-ce qu'ils nous emmènent. Non, moi, je pense que peut-être aussi on fait beaucoup d'amalgame aussi dans le mécanisme, dans ce mécanisme de café cacao là, parce que mine de rien, le conseil du café cacao a en fait, il y a des exportateurs, c'est-à-dire c'est le conseil du café cacao qui est entre les agriculteurs et les exportateurs. Oui. Et donc ce conseil-là, normalement, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a le cacao qui a été donné à ces exportateurs-là pour qu'ils puissent les vendre. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de conserver les stocks qu'ils avaient pour espérer que le prix augmente encore un peu plus pour ensuite les vendre. Voilà, donc ça c'est l'explication, c'est une explication qu'on donne. Du coup, ils ont essayé de, comment dirais-je, ils ont essayé de, il y a un thème en... Quoi? Ils ont fait des prévisions? Non, pas prévision, mais... Non, pas anticipation. En fait, ils ont conservé le cacao pour espérer que le prix augmente. Oui, bien sûr. Et finalement, ça n'a pas augmenté. Voilà, ça n'a pas augmenté, le prix a diminué. Et donc, lorsque le prix diminue maintenant, eux ne pouvant plus, voilà, ils ne pouvant plus vendre parce que les agriculteurs s'attendent à un prix. Du coup, ils se retournent maintenant vers le régulateur qui lui aussi derrière, écoute, lui, il leur a donné je vais dire... Donc c'est une mauvaise stratégie. Voilà, effectivement. Donc derrière, il y a plusieurs responsabilités. Moi, en fait, on ne peut pas accuser seulement que le conseil du café cacao. Je veux dire, dans toute la chaîne, il y a plusieurs responsables. Sauf les agriculteurs. Ça seulement, je suis catégorique là-dessus. Sauf les agriculteurs. En dehors de cela, parce que pour ne pas refaire en fait ce sujet, parce qu'on a tellement parlé de cacao, moi je vois le chocolat partout. Non mais c'est vrai. Monsieur Lansine qui est potentiellement... Quand il y a la réponse, Monsieur Lansine qui est potentiellement un futur dirigeant de la Côte d'Ivoire, chose que j'espère, en 1-2 minutes, quelle serait votre solution pour ce genre de fléau? Chers frères, je pense qu'aujourd'hui... 2 minutes, j'ai dit. Parce que les politiciens, ils ont l'art de... Puis on n'est pas frères. Mais véritablement, je pense qu'aujourd'hui... c'est le week-end là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, on se trompe de sujet complètement. Je pense qu'aujourd'hui, la question devrait être posée à un paysan. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait mettre en avant les paysans. On devrait, n'est-ce pas, essayer de donner plus de responsabilités, de faire confiance à nos paysans, de donner plus fait en Côte d'Ivoire. Non, mais écoutez... Autant de Gbagbo avec tapé Autant de Gbagbo, il y a eu ce qu'il y a pu avoir. Autant d'Oufoué, il y avait la Kestab. Exactement. Et après, il y a une libéralisation du marché. Exactement. Donc c'est les paysans qui étaient les premiers acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on change complètement ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, qu'on crée un nouvel élément qui mettra plus en avant les paysans. Et on travaille pour ça. Ah, vous travaillez pour ça, pour l'instant, c'est pas encore sorti du laboratoire? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas se permettre de dire tout ce qu'on a dans notre tête. De peur que le pouvoir... demandé 2 minutes. Alors, voilà, effectivement, je pense que c'est largement suffisant. J'ai monsieur Alassane Ouattara qui est là. Monsieur le Président? Oh.
Quel Alassane Attendez, Ouattara? je vais aller le chercher. Je vais Ok, aller le chercher. je Tiens, pense bah, Alassane Ouattara. tiens, Non, monsieur Alassane t'as vu que je suis Ouattara. arrivé avant monsieur Traoré Souleymane quand même. Oui, mais on verra le cas de monsieur Ok. Traoré Souleymane. Alors Est-ce vas-y, que Moustapha, monsieur- passe sur... Attends, faut que je sorte. Ouais, Monsieur j'arrive. Alassane Ouattara, Je vais est-il là chercher, je vais chercher. Attends, je vais chercher. Jean-Yves, on a le privilège, hein, franchement, avec cette émission, je ne sais pas si c'est l'effet de monsieur Lansine qui fait que, voilà, monsieur Ouattara. Peut-être M. Ouattara va demander l'extradition de... Ah bah on ne sait pas. Bien on sait sûr, pas. je pense que ça ne se passera jamais. Je pense que ça n'arrivera jamais. Peut-être il va vous demander de... Monsieur le Président, bonjour. Peut-être. Pour faire quoi? Est-ce qu'il vous entend le chef d'État? Je rentrerai en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Nsa Atombla. Bonjour monsieur le Président, très ravi d'être avec vous à l'antenne. Bon, je pense que vous nous suivez certainement dans votre belle demeure d'Assini. Nous avons un jeune politicien qui parlait de vous, qui disait que vous êtes un dictateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Lansine Bon? Bah, écoutez, monsieur Atombla, je pense qu'on pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Je lui invite à venir à la présidence une seule nuit. Eh ben, je pense qu'il changera de discours. Ah, d'accord, monsieur le Président. Voilà qui est dit. Monsieur le Président, vous savez qu'actuellement, monsieur Denis Sassou Nguesso, au niveau du Congo-Brazzaville, qu'on salue, est en pleine campagne. Et le Congo-Brazza est en campagne. Un petit message pour son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso? Bah, je pense qu'il doit penser à la jeunesse. La Côte d'Ivoire n'a pas la même réalité que le Congo. Donc, il passe le relais à la jeunesse. Ben, le Congo ne vit pas la même situation que la Côte d'Ivoire. Donc, je suis désolé. Il faut qu'il se ressaisisse et qu'il mette un peu de l'eau dans son Yamakoji. D'accord. Merci, monsieur le chef d'État. Monsieur le Président, les planteurs disent que le cacao est amer. Et pourtant, c'est censé être du chocolat en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous savez, d'économie comme dans le cacao, parfois, il faut un peu d'amertume avant la douceur. Ah Et bah, donc, ils mais mettent attendez, un peu monsieur le Président. Mais attendez, monsieur, attendez. Quand est-ce qu'il va arrêter de violer la Constitution en Côte d'Ivoire? Mais je veux dire, avec un monsieur au téléphone qui a... Mais à un moment donné, sérieux. Monsieur Lansine. Non, mais doucement. Monsieur Nsa Atombla, oui. Ben, il faut essayer de mettre un peu d'ordre comme je l'ai mis en Côte d'Ivoire. En mettant des gens en prison parce qu'ils n'ont rien fait, en essayant de violer tout ce mon fils, c'est pas comme ça dans une... Non, mais les gens s'intéresseront. Un petit peu de tenue. Elle prend du respect pour une personne qui n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Je suis désolé. Non, un peu de respect pour le président quand même. Un peu de respect. Monsieur le chef d'État, vous êtes toujours avec nous? Je suis avec vous, évidemment. Okay. Alors, Jean-Yves, monsieur Jean-Yves Doué, je suis démocratique, je suis dans la démocratie, je dis simplement à M. Koulibaly. Vous êtes dans la démocratie, parce que permettez-moi, s'il vous plaît, on a besoin de plus d'ordre. Monsieur le Président, aujourd'hui, les planteurs se plaignent. Les planteurs se plaignent, ils estiment que vous aviez, lors de la campagne présidentielle, vous aviez parlé d'un prix de 2800. Aujourd'hui, on a pu observer que depuis le 1er mars, lors de la trêve, intermédiaire, là, le prix est descendu, il a chuté à 1200. Pendant que le pays voisin, qui lui, il a réduit ce prix-là de 28%, nous, on est à plus de 57%. Ben, comment expliquez-vous cette réduction, je dirais, assez drastique, là? Et puis, comment comptez-vous aujourd'hui résoudre le problème des paysans aujourd'hui qui se plaignent, quoi? C'est pour cela que nous cherchons de meilleures stratégies dans la filière. Donc, continuons à croire et à bosser. J'essaie de faire le maximum pour que les cacao deviennent de l'or. Voilà. Merci, monsieur le chef d'État. Alors, effectivement, votre ministre, le garde des Sceaux, monsieur Sansan Kambilé, était de passage à Paris, a rencontré son homologue, monsieur Darmanin. Alors, à ce sujet... Monsieur le Président, on dit que certains cyberactivistes parlent plus de la Côte d'Ivoire depuis l'Europe que depuis Abidjan. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Monsieur Atombla, mettons un peu d'eau dans notre Nyamakoji.
Hein? Avec Internet aujourd'hui, on peut gouverner un pays depuis un salon à Paris. Je vous pose la question. Vous n'êtes pas en train d'indexer M. Lansing Gon, qui a aussi des ambitions. Mais justement, Monsieur le Président, certains auditeurs demandent qu'il faut les rapatrier ou juste couper leur Wi-Fi. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à cela? Oh là là. Donc, vous préférez les voir rentrer au pays? Eh bien, écoutez, bien sûr, au soleil d'Abidjan, les débats sont souvent moins glaciaux que sur Twitter. Hein? Donc, vous êtes quand même à l'ère de la technologie, monsieur le chef d'État. Ben, évidemment. Alors, au moins, ils auront la bonne connexion et le bon à checker. C'est quoi le sens? Monsieur le Président, quand même, je sais que la ville de Korogo vous tient chèrement à cœur. Et notre jeune politicien, monsieur Lansing Gon, qui est un natif de Korogo, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que je sais que vous avez quand même une expérience politique. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour sa carrière en tant que politicien? Alors, monsieur Atombla, concernant mon fils, Lassine Gon Coulibaly, je suis quand même fier de voir aujourd'hui qu'il a l'aspiration de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Je suis très, très content de cette aspiration, mais par contre, il a appris la leçon, il a oublié le titre. Donc, je lui invite à regarder un peu le titre pour se remettre dans le bain. Donc, c'est pas dans l'émotion qu'on bat un pays. Il faut qu'il ait un peu de sang-froid, hein, qu'il regarde Papa Ado, comment je gère la Côte d'Ivoire avec la tranquillité, avec la paisibilité et avec la paix et surtout la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont épanouis, les Ivoiriens sont en paix, les Ivoiriens ne se plaignent pas, ils ne se plaignent de rien. Ils se sentent en Côte d'Ivoire comme les Américains se sentent aux États-Unis. Alors, un petit mot quand même pour la crise mondiale. En ce qui concerne la crise en Iran, nous savons qu'il y a une forte communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Et on sait également, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, l'économie risque d'être impactée. Alors, un petit mot à ce sujet, sachant que vous avez quand même le flair d'un économiste. Monsieur Atombla, oui. Disons que quand les moyens nourrissent tous, le prix du pétrole est éternué en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, c'est une formule toute simple et toute faite. Non, alors, signe quand même un mot au chef d'État. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire? Sans injure, hein, pas de violence. Non, mais justement, je ne suis pas connu pour être violent. Ceux qui sont connus pour être violents, c'est les membres du RHDP. Donc, c'est eux qui ont pris les armes en 2011 et qui ont tué les Ivoiriens. On a l'impression que c'est la même chose chaque fois. Non. Non, mais justement, il me parle de violence. Je ne suis pas connu pour être violent. Ou un message assez rapide. Bah oui, juste lui demander de... Voilà, il est vieux aujourd'hui. Il a atteint un âge, on va dire, où normalement certains devraient penser à l'après-vie. Je pense que ce qu'il devrait faire aujourd'hui, c'est de tout simplement libérer la Côte d'Ivoire. Donc, nous libérer de ce qui est en train de... Ce que nous sommes en train de remarquer, de cette répression. La Côte d'Ivoire n'est pas un film d'horreur. On n'a pas besoin de scénario d'exécution. Et ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est trouver un moyen d'exécuter chaque Ivoirien et tout ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, et même on parlait de Korogo tout à l'heure. D'exécuter. Oui, c'est quand même fort, mais allez-y. Non, parce on parle de film d'horreur, c'est une métaphore. Le chef d'État, je pense qu'il a des choses à faire. Rapidement. Personnellement, tout ce que j'ai à lui dire, c'est de faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et cela passe par son départ. Donc je souhaite qu'il démissionne. Personnellement, c'est ce que je voudrais lui dire. Monsieur le chef d'État, vous avez entendu, monsieur Lansing? C'est tout à fait un droit pour lui de se prononcer comme ça. Mais par contre, je lui dis une seule chose. Si je démissionne de la tête de la présidence, monsieur, nous serons envahis par les terroristes. Mais c'est vous le terroriste. Bon, alors, c'est le chef d'État. Alors, monsieur Lansing, s'il vous plaît. Monsieur le chef d'État, c'était un réel plaisir d'avoir échangé. Je m'adresse, je m'adresse quand même au chef d'État. Monsieur le chef d'État, ce fut un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Je vous souhaite un excellent carême, un moment de jeûne et bien de choses à votre très cher et à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Atombla. Du coup, je vais bien me régaler aujourd'hui avec la tchéké que
Ma femme Dominique, elle a préparé, elle est la meilleure dans ça aussi. Et je Merci, vous monsieur le inviterai chef la d'État. prochaine fois. Merci, au plaisir et à une prochaine. Merci. Alors, nous étions en direct avec le chef d'État dans le cadre d'un week-end de la BAC. J'ai vu que c'était quand même assez houleux entre Lansine, mais je vois quand même un soupçon d'affection. Hein, pour le président, ouais, je pense entre l'aîné et son jeune poulain. Oui. Et non, voilà, mais... poulet. Bah, non, je ne suis pas son. Vous êtes, bon, autant pour moi. Vous êtes son petit-fils. Oui. Bon, voilà. voilà. On poursuit. Voilà. Mais sinon, alors, je pense qu'on s'est compris. Non, on s'est compris. Mais attends. Très bien. Vous n'êtes pas son poulain comment? Déjà, c'est à quel moment vous réalisez que la politique de M. Ouattara vous gêne? À quel moment? Mais j'ai toujours réalisé. Non, à quel moment la date? Mais dès l'instant où on vient parler. Parce qu'en 2019, vous étiez en Côte d'Ivoire. Oui. À quel moment vous réalisez et vous commencez à mener des actions mais dès l'instant pour l'exprimer? Dès l'instant où je suis en Côte d'Ivoire et que je me rends compte que l'université... Félix Fobani? Non, j'étais à l'Institut européen des affaires. C'est une école française. Oh, c'est en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, où je me rends compte que tout le monde, enfin la plupart de certains camarades en tout cas, consommaient des stupéfiants. Et quand je parle de stupéfiants, je parle de cocaïne. Là, je demande en quelle année. Dites-moi en quelle année vous avez commencé. Non, là, je pense qu'on est pris par le temps. On est pris par le temps. Je me rends compte qu'une partie de la Côte d'Ivoire est délaissée et qu'une autre maintenant, ne l'est pas. à quel moment vous êtes son arrivée au pouvoir. Donc en 2011. Depuis 2011, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et à quel moment vous l'avez signifié? À quel moment vous l'avez exprimé? Mais je l'ai toujours dit. À quel moment vous l'avez exprimé? Je ne suis pas là-bas. Je l'ai toujours dit. Pourtant, en 2019, vous étiez en Côte d'Ivoire. Mais j'étais en Côte d'Ivoire en 2019, chef frère, mais je luttais déjà contre les fléaux qu'ils ont envoyés, donc contre la drogue et contre tout ce qu'il y a là-bas qui détruit des vies. Donc de 2011 à 2019, vous l'aviez exprimé. Pendant ce temps, vous étiez en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, oui, j'étais en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous trouvez que, ce régime a été un régime dictatorial? La dernière fois que j'ai tenu un micro en Côte d'Ivoire, c'était face à certains ministres, où je disais que nous sommes dans une Côte d'Ivoire de kakistocratie, où on privilégie donc la médiocrité. Et à la suite de cela, j'ai eu le ciel qui m'est tombé dessus. C'est pour ça que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Voilà, je l'ai toujours fait, chef frère. Et je continue à le faire jusqu'à ce que je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Arrêtez de croire parce que je suis membre de la famille Gon, que quand j'étais en Côte d'Ivoire, que j'étais en harmonie avec l'état de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vais demander à la régie. Le problème que moi j'ai, c'est que ça peut pas être en 2019, ça peut pas être en 2019. J'ai toujours été de 2011 à 2019. C'est en 2019. Je suis désolé. En 2019, justement, de 2011 à 2019, non, quand même, où un jeune se lève et crée un mouvement citoyen pour lutter contre les fléaux qui gangrènent la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un diabète en Côte d'Ivoire. Et quand le diabète touche un orteil, si on ne l'ampute pas, ça monte sur le pied. Nous essayons d'amputer ce diabète. Moi, je suis désolé, mais moi, jusqu'à présent, je ne crois pas. Cette gangrène qui était en 2019 la drogue. Merci. Et là, nous continuons. Donc c'est en 2019. Alors, vous avez quel âge, chef frère? Non, on va pas continuer. Non, je pense que, en fait, si nous essayons d'opposer nos âges, vous comprendrez mieux pourquoi à un certain moment je ne pouvais pas m'exprimer et que maintenant je peux le faire. Mesdames et messieurs, je tenais à vous dire merci pour cette émission. Merci à Jean, à monsieur Lansingon. Monsieur Lansingon, franchement, ce fut un réel plaisir d'avoir participé à cette première émission des week-ends de la BAC. Très heureux de vous avoir reçu. Donc merci aussi à Romain. J'aimerais qu'on fasse un petit plan sur Romain. Romain, voilà. Romain, plus beau sur le plateau. Toujours, hein. Romain, c'est celui qui, derrière, avec Mustapha et toute l'équipe de Global Africa Télé Sud, travaille à pied d'œuvre pour que le programme soit de qualité. Je tenais aussi à remercier M. Alassane Dramane Ouattara dans un cadre humoristique, d'accord, il ne faut pas prendre les choses au premier degré, mais nous avons été en tout cas très heureux, n'est-ce pas, Jean-Claude? J'ai l'impression que l'ancien lui l'a pris au premier degré parce qu'il était... Non, absolument. Il a attaqué le président. Il a attaqué mon président. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il a attaqué mon président de la République. Le président Ouattara est mon président de la République. C'est mon président de la République. Ah ouais? Bah oui, c'était pas le vrai. Le chef d'État a la main sur le cœur et il est très ouvert. Nous ne sommes pas dans les sabbats. Il est très ouvert au dialogue. Mais je tenais vraiment à dire... Moi, si toi, tu vas au pays là. Messieurs. Ton sabbat, il va se faire. La prochaine... Messieurs, j'aurais insisté la prochaine fois. J'aurais insisté la prochaine fois. Alors, j'aimerais aussi faire une dédicace. Ziggy n'est pas digne. S'il vous plaît. Non,
je ne dis pas que Ziggy n'est pas digne, je dis juste que je ne suis pas Ziggy. Messieurs, merci s'il vous plaît. Comme le dit la chanson, Ziggy n'est pas un homme comme les autres. On peut arrêter s'il vous plaît. Même si c'est le faudrait demander à votre... S'il vous plaît. Alors, j'aimerais dire en tout cas, faire aussi un clin d'œil à tous les pays du continent africain qui nous suivent. Et si vous avez apprécié de toutes les façons, cette diffusion sera aussi bien évidemment demain en prime le samedi. Sur Internet. Et sur Internet, voilà, et relayé massivement. On sera très heureux de voir vos différents commentaires. Voilà, il faut que ça buzz comme il dit. Et voilà, il faut qu'on les relaye. Mais grand merci en tout cas. Et puis, on se dit à une prochaine pour le week-end de la BAC. Ciao.